Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Lévy, présentent De sang et d'ébène de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin. Les lumières multicolores des guirlandes de Noël suspendues sous l'arche de bois transformèrent les deux hommes en arlequins lorsqu'ils passèrent dessous pour gagner le Campo San Stefano. Un éclairage plus intense provenait des baraques du marché de Noël où vendeurs et producteurs venus de toutes les régions d'Italie tentaient d'appâter le chaland avec leurs spécialités. Fromage à croûte sombre et paquets de pain ultra minces de Sardaigne, olives de formes et de couleurs variées à l'infini venant de toute la botte, huile d'olive et fromage de Toscane, salami de toutes les longueurs, diamètres et qualités imaginables d'Émilie. De temps en temps, l'un des marchands chantait brièvement les louanges de ses produits. « Goûtez-moi ce fromage, signori, c'est le goût du paradis. Il se fait tard et je voudrais rentrer dîner seulement 9 € le kilo jusqu'à épuisement du stock. Essayez mon pecorino, signori, c'est le meilleur du monde. » Les deux hommes passèrent devant les baraques, sourds aux admonestations des vendeurs, aveugles aux pyramides de salami qui s'élevaient de part et d'autre de l'allée. Leur nombre réduit par le froid, les acheteurs de dernière minute posaient des questions sur des produits dont ils se demandaient s'ils ne les auraient pas à un meilleur prix et dans une qualité plus fiable à leur magasin habituel. Mais comment mieux célébrer la saison qu'en profitant de ces étals ouverts le dimanche? Comment mieux faire preuve d'indépendance et de caractère qu'en achetant quelque chose dont on n'avait pas besoin? Les deux hommes firent halte à l'autre bout de la place, juste après la dernière baraque en préfabriqué. Le plus grand consulta sa montre, bien que l'un et l'autre eussent jeté un coup d'œil à l'horloge de l'église. L'heure officielle de fermeture du marché, 19h30, était passée depuis plus d'un quart d'heure. Mais il était peu vraisemblable qu'un fonctionnaire voulût affronter le froid pour vérifier que les vendeurs pliaient bagages à l'heure. « Allora » demanda le plus petit des deux à son compagnon. Le grand retira ses gants, les plia et les glissa dans la poche gauche de son manteau, puis enfonça les mains dans ses poches, imité en tout point par son camarade. Ils portaient l'un et l'autre un couvre-chef, le grand un borsalino gris foncé et le plus petit un bonnet de fourrure à rabat, ainsi qu'une écharpe en laine autour du cou qu'ils resserrèrent et remontèrent jusqu'à leurs oreilles. Un vent glacial soufflait sur eux depuis le grand canal, juste à l'angle de l'église San Vidal. Vent qui les obligea à se tenir courbés lorsqu'ils repartirent, la tête rentrée dans les épaules, les mains au chaud dans leurs poches. À une vingtaine de mètres de la dernière baraque, de chaque côté du passage, des petits groupes de Noirs s'affairaient. Après avoir étendu des toiles sur le sol, maintenues en place par des sacs à main, ils se mirent à sortir des articles, de formes et de tailles différentes, d'énormes sacs de marins dispersés sur le sol à côté d'eux. Prada, Gucci, Louis Vuitton, les marques se bousculaient dans une promiscuité qu'on ne voit guère normalement que sur les rayons de magasins suffisamment grands pour être franchisés par toutes celles-ci. Rapidement, avec l'efficacité de geste qui était le fruit d'une longue expérience, les hommes se penchaient ou s'agenouillaient pour installer leurs marchandises sur les toiles. Les uns les disposaient en triangle, d'autres préféraient les aligner en rangées bien nettes. L'un d'eux eut la fantaisie de les mettre en cercle, mais lorsqu'il recula pour juger de l'effet, il constata qu'un gros sac Prada à bandoulière rompait la symétrie générale, et il les redisposa rapidement en rangées toutes droites, le Prada montant la garde dans le coin du fond à gauche. Les Noirs se parlaient de temps en temps, échangeant ces propos que des hommes qui travaillent ensemble tiennent pour passer le temps. L'un se plaignait d'avoir mal dormi la nuit dernière, l'autre du froid. Un troisième disait espérer que son fils avait réussi son examen pour entrer dans une école privée. Tous avouaient à quel point leur femme leur manquait. Quand l'un d'eux était satisfait de son étal, il se relevait et venait se placer derrière la toile, en général à l'un des angles, de manière à pouvoir continuer à bavarder avec son voisin. La plupart étaient grands, tous étaient minces. Ce que l'on voyait de leur peau, visage et mains
étaient du noir brillant d'Africains dont les gènes, intacts, n'avaient jamais été mêlés à ceux de blancs par leurs ancêtres. Qu'ils soient immobiles ou fassent les 100 pas, non seulement ils dégageaient une impression de santé, mais aussi de bonne humeur, à croire que l'idée de patienter dehors par des températures glaciales pour tenter de vendre des sacs de contrefaçon à des touristes était la chose la plus amusante qu'ils aient à faire ce soir. Un petit groupe de badauds se tenait en face d'eux, entourant 3 musiciens de rue, 2 violonistes et un violoncelliste, lancés dans un morceau qui paraissait à la fois baroque et désaccordé. Comme les musiciens jouaient avec enthousiasme et étaient jeunes, ils charmaient leur auditoire et plus d'une personne s'avança pour déposer des pièces dans l'étui à violon ouvert devant le trio. Il était encore tôt, probablement trop tôt pour faire des affaires, mais les vendeurs de rue sont des gens ponctuels qui s'installent dès la fermeture des boutiques. Si bien qu'un peu avant 20 heures, au moment où approchaient l'homme au borsalino et son acolyte au bonnet de fourrure, tous les Africains étaient debout derrière leur carré de toile, prêts à accueillir leurs premiers clients. Ils dansaient d'un pied sur l'autre et soufflaient de temps en temps dans leurs mains dans un effort futile pour les réchauffer. Les 2 hommes blancs firent de nouveau halte à la hauteur du premier éventaire, donnant faussement l'impression de se parler. Ils se tenaient tête baissée, tournant le dos au vent, mais de temps en temps l'un d'eux levait les yeux et étudiait la rangée de noirs. Le grand posa la main sur le bras de l'autre, pointa le menton vers l'un des Africains et dit quelque chose. À cet instant, un groupe nombreux de personnes âgées en chaussures de sport et parkas matelassés, combinaison qui leur donnait l'air d'être de vieux bébés, se présenta à l'angle de l'église pour s'engouffrer dans l'entonnoir constitué par les musiciens d'un côté et les Africains de l'autre. Les premiers arrivés s'arrêtèrent, attendant d'être rejoints par les autres, et lorsque le groupe se fut reformé, ils se remirent en marche, riant et parlant, s'invitant mutuellement à aller voir les sacs. Sans se pousser, ni se bousculer, ils s'alignèrent sur 3 rangs, devant les Noirs et leurs marchandises. L'homme au borsalino s'avança vers le groupe de touristes, son compagnon sur les talons. Ils s'arrêtèrent du côté de l'église, juste derrière 2 couples âgés qui montraient des sacs et demandaient les prix. Sur le coup, le propriétaire de l'étal ne remarqua pas les 2 nouveaux arrivants, occupé qu'il était à répondre aux questions de ses clients potentiels. Soudain, il se tut et devint tendu comme un animal qui vient de sentir l'odeur du danger dans le vent. Le noir qui tenait l'étal voisin, conscient que son collègue était distrait, tourna son attention vers les touristes et décida aussitôt de tenter sa chance. Leurs chaussures lui disaient qu'il devait s'adresser à eux en anglais. « Gucci, Missoni, Armani, Trussardi » entonna-t-il. « Je les ai tous, mesdames et messieurs, directement de l'usine. » Dans la lumière plus faible qui régnait ici, ses dents brillaient comme celles du chat d'Alice. 3 autres touristes se faufilèrent devant les 2 hommes pour rejoindre leurs amis, tout excités, commentant les sacs. L'attention de tous se partageait maintenant entre les 2 étals. L'homme au borsalino hocha la tête, s'avançant en même temps, imité par son acolyte, jusque derrière le groupe d'Américains. En les voyant se profiler, le premier noir pivota et commença à s'éloigner de son étal des touristes et des 2 hommes. Ces derniers sortirent alors leurs mains droites de leurs poches, d'un geste naturel, parfaitement anodin. Chacun tenait un automatique dont le canon était équipé d'un silencieux. L'homme au borsalino tira le premier, mais ce qui sortit de l'arme fut comme le bruit de 3 bouchons de champagne qui sautent, accompagnés de 2 sons semblables en provenance du pistolet de son compagnon.